Bon, là, il commence à y avoir beaucoup de connectés, donc ça commence à devenir pas mal. Je pense que on va commencer un peu ce webinaire, comme ça fera venir les autres personnes. Voilà, il y a beaucoup de connectés, donc déjà, je vous remercie pour l'engouement pour ce webinaire. Je suis ravi de te présenter ces sujets d'actualité, ces sujets d'actualité par rapport à la collecte 2021. On est sur une activité 2022 qui a été chahutée, on dit ça chaque année, mais là, je pense que vraiment, dans les modèles, il va y avoir beaucoup de changements à prendre en compte sur cette année 2022. Bon, peut-être pas autant que l'année 2020, mais on a encore des résidus, on a encore des événements qui font que c'est intéressant de se poser quelques minutes pour essayer d'imaginer les modifications dans les modèles que l'on doit faire pour cette collecte 2021. C'est l'objet de ce webinaire et je vous remercie pour votre participation. Voilà, alors je co-anime ce webinaire avec Chloé. Alors, avant de passer la parole à Chloé pour qu'elle se présente, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis mis en scène de la MAZ, associé au sein du cabinet. Je vous présenterai le cabinet juste après en un slide et assez rapidement, parce que ce n'est pas l'objet. Mais voilà, je travaille maintenant depuis 7 ans au sein du cabinet sur des différents sur différents sujets liés à la solvabilité, évidemment, mais pas que, sur des sujets d'audit, sur des sujets de tarification, sur des sujets de provisionnement, et sur des sujets de qualité des données aussi. Voilà, je suis ravi de pouvoir vous présenter ce webinaire. Bonjour à tous, donc je m'appelle Chloé Blanchard, je suis senior manager au sein du cabinet Actuelia. J'ai rejoint le cabinet assez récemment et j'ai pas mal d'expérience sur tout ce qui est pilier 1, provisionnement, même pilier 2, solvabilité de façon générale. Bon, je suis ravi d'avoir Chloé dans nos équipes qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quelqu'un que je connais bien parce que elle était collègue avec moi chez Mazars. Donc, c'est une vieille connaissance et je suis ravi de l'avoir avec nous. Et vous allez voir, elle aura toute son expertise parce que son expérience passée chez un assureur commençant par un A et finissant par un A nous permettra d'avoir beaucoup de valeur ajoutée sur cette année 2022. Alors, pour présenter très rapidement le cabinet, alors pour ceux qui nous connaissent, eh bien on est 3 associés avec David et Fitoshi et Franck Bokobza. On est à peu près 35 consultants. Je dirais que ça fluctue en fonction des saisons. Les saisons d'été, on est un peu plus nombreux parce qu'il y a des stagiaires qui nous rejoignent. Là, on est en hiver, donc on est un peu plus maigre. On doit être 35 maintenant. Je pense que cet été, on sera plutôt aux alentours de 40, 42. Maintenant, on est sur une 10e année d'activité. On fête nos 10 ans. Voilà, c'est une année importante pour nous. On se retourne un peu en arrière. On est très content. Donc, on ne manquera pas de fêter ça avec vous prochainement parce que c'est quand même une année importante pour nous. Donc, on a déjà 10 ans d'ancienneté. Autre chose que je pouvais vous dire, c'est que ce cabinet donc a été monté dans une idée d'accompagner les acteurs dans la directive et dans les problématiques actuarielles en ayant un certain nombre de valeurs évidemment d'excellence, de rigueur et de technique, mais aussi une valeur fondamentale pour nous qui est la pédagogie. Alors, la pédagogie, ça passe par pas mal d'aspects. L'aspect formation, l'aspect prof, on est tous un peu profs dans différentes écoles. Moi, je suis prof à Dauphine, il y en a qui sont profs à Strasbourg, il y en a d'autres qui sont profs à Lessive. On aime bien et en fait, on valorise cette notion de formation, de partage. Et c'est pour ça qu'au moment du Covid, on s'est lancé dans ces webinaires qui sont maintenant devenus un rendez-vous mensuel quasiment sur différents sujets d'actualité. On a parlé récemment de qualité de données, on a parlé récemment d'indexation tarifaire, on a parlé récemment de politique écrite. N'hésitez pas à les reconsulter parce que
on donne beaucoup d'informations, c'est notre idée, c'est notre élément, et vous êtes toujours très nombreux à vous connecter. Là, vous êtes plus de 150, donc c'est vraiment sympa d'être présent. Et il y en aura d'autres. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous donner aussi des idées de sujets que vous voudriez qu'on aborde. Le prochain sujet, par exemple, sera sur une idée qui nous a été donnée par des organismes, ce sera sur tout ce qui est ESG, exigences en termes de durabilité, comment ça s'intègre dans les modèles, quelles sont les exigences réglementaires. Donc, ça va être le prochain webinaire. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour parler de collecte 2023 sur l'année 2022 et je vais laisser la parole à Chloé pour qu'elle vous présente cette année si chahutée. Effectivement, hein, personne n'ignore le climat un peu tendu de 2022. On a eu la pandémie qui se ralentit, mais qui continue et qui a bouleversé un petit peu notre façon de vivre, de travailler avec les télétravails, les différents confinements, etc. On a la crise climatique qui a beaucoup joué, notamment l'été dernier, où on a eu des gros épisodes forts de tempêtes, de grêle. On a bien sûr la guerre en Ukraine qui est arrivée en février et qui a aussi bouleversé tout ce qui concerne l'inflation, les taux. Donc, on va vous faire un petit panorama des impacts de tous ces changements, de tout ce qui s'est passé en 2022, notamment au niveau des fréquences, des courbes, etc. Et on va faire un petit tour aussi de la réglementation, des nouveautés, des points d'attention, ce que vous devez intégrer au modèle suite aux différentes publications de la CPR, de l'OPA, etc. Donc, comme je vous disais, on va commencer par le contexte macro. Si on passe à la section, voilà. On va commencer par la partie que vous n'ignorez pas, c'est-à-dire un environnement financier aussi. Le contexte politique, comme je vous l'ai dit, a été assez compliqué. Il y a eu de nombreuses crises, le Covid, les épisodes climatiques, la crise énergétique. Tout ça a induit une hausse sur le marché, une hausse des taux. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est l'évolution du TME. À fin décembre, l'évolution du TME était à 2,7. C'est un taux qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. C'est une remontée historique sur un an qui a quand même bouleversé beaucoup de choses. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est l'évolution de la courbe des taux sans risque. Donc, comme vous pouvez le voir dans le graphique de droite, ça faisait 3 ans que les courbes étaient plus ou moins identiques, plus ou moins alignées. Cette année, la courbe des taux sans risque est passée à 3% sur la durée de la courbe. C'est une progression qui va changer beaucoup de choses dans vos filières. Si on parle maintenant des taux techniques. Donc, le taux technique non-vie atteint 0,66%, pardon. Le taux technique vie, donc, qui se base sur la moyenne des 6 derniers mois du TME, est au plus haut depuis en tout cas depuis le début de l'année, depuis un bon moment. On était au niveau de 0 au début de l'année et on finit l'année à 1,25. Ce taux qui a donc bien augmenté va avoir plusieurs impacts, notamment diminuer vos provisions comptables, mais aussi augmenter votre PDD. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. On aura un slide spécifique sur la PDD. Si on fait maintenant sur le point sur les rendements en assurance vie sur des supports euros. Donc, la hausse des taux n'est pas encore visible dans le rendement des fonds garantis en euros, mais le rendement des assurances vie est compris cette année entre 1,40 et 2,80 avec beaucoup d'acteurs dans les environs de 2. Donc, on voit qu'il y a une petite disparité, mais de façon générale, le marché a répercuté un peu partout dans les taux. Si on parle maintenant du deuxième impact de toutes ces crises, c'est l'inflation. Donc, personne n'ignore, tous ceux qui ont une facture de gaz, d'électricité ou qui vont faire leurs courses régulièrement se rendent compte un peu de l'inflation sur les prix. Donc, l'inflation, elle est diverse, elle est très, très forte sur 2022. On le voit là sur la fin des courbes, notamment le prix de l'énergie qui a pris 15%, les produits pétroliers 14%, l'alimentation 12%. Mais de façon générale, toutes les matières premières ont énormément augmenté, ce qui cause une hausse de vos coûts moyens, que ce soit en auto, en MRH, dans le bâtiment, etc. Si on fait un petit zoom santé,
Alors, sur la santé, il y a eu évidemment la crise Covid et il y a eu un autre événement que vous connaissez bien, qui est le 100% santé. Ces deux événements ont créé des cassures qu'il va falloir répercuter aussi au niveau de votre provisionnement. On en reparlera plus tard. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, il y a eu le 100% santé et un rattrapage des soins qui n'ont pas été effectués pendant la crise Covid. Et ces deux éléments vont induire ces courbes-là qui font un petit peu ce pic baissier en 2020, une hausse en 2021. La hausse de 2022 devrait être moins forte, évidemment, que la 2021, mais on continuerait à peu près dans les 2%. On n'a pas encore les graphiques, mais on continuera encore dans les 2% sur 2022. Si on fait un petit zoom sur l'année, quand on parle de MRH, donc la multirisque habitation, la fréquence termine en hausse. Donc, si on reviendra sur les climatiques, mais ce qui s'est passé, personne n'ignore le contexte, il y a eu beaucoup de télétravail qui s'est terminé en 2022, du moins qui a beaucoup réduit. Donc, on a eu une forte chute en 2021 de tout ce qui était vol et incendie. Forcément, vous étiez chez vous, c'était plus difficile de vous cambrioler. Vous voyez tout de suite les départs d'incendie. Avec la fin de ce télétravail, on a vu une forte hausse sur ces deux garanties, sur le vol et l'incendie. En revanche, le dégât des eaux, qui était très fort en 2021 à cause de toutes les pluies, des infiltrations, revient à un niveau moyen, avec cette baisse de 12% qu'on peut voir à fin novembre. Ensuite, on a eu des très forts climatiques, donc ça on en a parlé tout à l'heure, on a eu des très forts climatiques en 2022, donc l'année finit très fortement touchée sur tout ce qui est climatique. En ce qui concerne les coûts moyens, on a une hausse qui est assez forte aussi, donc plus 8% au troisième trimestre si on regarde l'indice FFB. On l'a expliqué, pénurie des matières premières, due par exemple aux matières qui venaient de Chine, qui ont été bloquées dans les ports, avec tout la rareté, l'inflation, etc. On a eu une forte hausse des coûts moyens. Petit zoom auto, donc zoom auto, il y a un petit peu le même effet en fin de confinement. On a eu une fréquence qui a été assez forte sur tout ce qui est vol. Donc pareil, on a le retour, moins de télétravail, donc vous surveillez moins la voiture qui est devant chez vous, le retour du vol, et on a eu beaucoup de vols partiels. Vol partiel, c'est-à-dire on casse les vitres pour prendre quelque chose dans le véhicule, ou alors on vole une partie de la voiture. Il y a eu pas mal de vols, par exemple, aussi tout ce qui était catalytique, parce que c'est des matières premières qui sont rares, qui sont revendues en marché noir, donc il y a eu pas mal de vols de pièces détachées. C'est pour ça qu'on a eu une forte hausse sur tout ce qui était vol. Les coûts moyens, donc tout ça c'est lié, rareté des matières premières. C'était très difficile de trouver des pièces détachées automobiles, d'où le vol, etc. Et on arrive à une hausse de 6,2 à fin septembre. Donc ça, c'est la source, c'est le SRA. Parfait. Merci Chloé pour cette présentation un peu du contexte de 2022 qui, comme vous l'avez vu, est une année importante, une année finalement assez compliquée. Et la problématique qu'on va essayer de voir maintenant, c'est quel est l'impact sur la clôture, sur vos travaux à réaliser et à effectuer dans le calcul de Best Estimate. Alors, avant d'enchaîner, deux points un peu techniques. Il y a une discussion, il y a des questions qui sont possibles. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Évidemment, on prendra le temps entre chaque partie de répondre à vos questions. La partie qui est suivante est la partie un peu plus technique. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Ensuite, on parle d'un écho. Normalement, ça devrait être bon, mais je crois que c'est plutôt la salle qui doit manquer de meubles et qui fait un peu d'écho. Plutôt que les micros. Mais en tout cas, on va vérifier ça. En ce qui concerne, du coup, maintenant, l'application pardon, excusez-moi, hop, je regarde la question. Alors maintenant, en ce qui concerne, du coup, l'impact des différents éléments qu'a présenté Chloé sur vos calculs, eh bien, on a composé ça en plusieurs choses. Déjà, on a commencé par le Best Estimate non-vie. Et on va essayer de réfléchir à tous ces contextes que vient de vous présenter Chloé, comment on l'implémente dans vos calculs de Best Estimate non-vie.
Alors, on a décomposé en 3 éléments importants. Le premier, c'est évidemment, on va utiliser des méthodes de triangle. Et donc, du coup, il va falloir essayer de prendre en compte tous ces événements qu'a présenté Chloé dans vos choix de coef, dans vos choix de coefficient de développement. Et c'est un choix éclairé qui doit être fait. Et on va essayer d'insister sur des points d'attention qui devront être pris. Le deuxième chose, c'est l'intégration de l'inflation future dans le provisionnement. Ça fait partie des événements de l'année, il faut l'intégrer, la CPR va communiquer là-dessus, et nous, on essaiera de vous présenter des méthodes pragmatiques pour intégrer cette inflation future dans le cadre de votre provisionnement. La troisième chose, c'est l'actualisation quel est l'impact, quels seraient ces éléments. Alors, c'est assez mécanique, mais quels sont les points d'attention qu'on peut avoir là-dessus? Alors, si on fait la première démarche, c'est un choix éclairé des coefficients de développement. Il est évident que vos coefficients aient pu être altérés à la fois par la pandémie, mais aussi par ces années de 2021 et 2022 qui ont été chahutées par des 100% santé, par des rattrapages, par des lotos, par du confinement et par des hausses très subites de fréquences et de coûts moyens, comme l'a présenté Chloé. Et ça, il faut bien faire attention à savoir si c'est quelque chose de conjoncturel ou qui va être une vraie tendance qui sera à prendre en compte dans vos coefficients de passage. Ce que l'on sait, et des retours qu'on peut avoir dans le cadre du provisionnement, c'est qu'on a une tendance au rallongement de la liquidation des sinistres en non-vie. L'idée générale, c'est de dire que en plus de toutes les cassures de comportement qu'on a pu avoir, on a des événements qui vont perturber les services de gestion, les services d'indemnisation, puisque l'on a de nombreux sinistres climatiques en 2022 qui ont fait une fréquence très forte et qui ont saturé à la fois les services d'indemnisation, mais aussi, et je tiens à préciser, les experts et les réparations. Aujourd'hui, on a des délais de réparation qui sont quasiment jamais vus sur le marché et qui posent problème justement sur cette notion de cadence de liquidation, puisque l'on va régler une fois que la réparation est faite et ça peut prendre beaucoup de temps. Le deuxième élément, Chloé en a parlé aussi, c'est la pénurie des matières premières. Donc, c'est une chose importante. Et ça, encore une fois, ça ralentit très fortement les liquidations, les indemnisations. Donc, ça, encore une fois, ça va perturber, en fait, vos coefficients de passage. Vous verrez une tendance, normalement. Et le troisième, qui commence à se voir de plus en plus, en tout cas, ça nous a été remonté et on a pu même le voir dans certains triangles. On a des produits spécifiques qui vont être sur des nouvelles technologies. On parle de véhicules électriques, et pas que, mais ces éléments-là nécessitent une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui, du coup, connaît un petit peu ces nouvelles technologies et qui, finalement, n'est pas si nombreuse que ça. Le marché est encore en croissance. Et donc, du coup, les délais de réparation de ces véhicules électriques est beaucoup plus long qu'un véhicule thermique qu'on avait l'habitude d'avoir, un véhicule normal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va rallonger en fait vos liquidations. Alors, ça veut dire qu'on doit prendre des tendances, ça veut dire que peut-être même on doit peut-être réfléchir à des tail factors. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir un regard éclairé sur vos choix de coefficients encore plus cette année, encore plus avec toutes ces cassures qu'on a pu voir, ces changements d'une année sur l'autre, dus à des changements de comportement, mais aussi à des tendances que l'on voit. Ce choix éclairé, on a une vraie attention sur ce choix de coefficient. La deuxième chose qu'on voulait aborder dans le cadre du Best Estimate non-vie, c'est l'intégration de l'inflation future dans le provisionnement. Alors, ce n'est pas un micro-sujet, on va faire un focus assez important là-dessus. L'idée, c'est de dire qu'auparavant, c'était un sujet qui était évidemment existant. Il y a toujours eu de l'inflation qui était moindre, mais qui était toujours existante. Et on avait pris un postulat qui avait été un postulat assez répandu sur le marché, qui était l'inflation prise en compte dans les triangles de liquidation est faite mécaniquement puisque je projette ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, je vais projeter la même inflation dans le futur. En fait, on expliquait que l'inflation passée serait la même que l'inflation future. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
l'inflation d'il y a un an n'est pas la même que celle de 2022, vous en conviendrez. Donc, il faut changer ces méthodes. Alors, comment on intègre l'inflation dans nos triangles puisqu'elle n'est plus intégrée dans l'historique? Il y a deux méthodes que nous, on met en avant. Une méthode qui est une méthode, je dirais, classique, qui est connue. Voilà, l'Institut des actuaires a beaucoup communiqué sur cette méthode. C'est une méthode de ASIF, c'est-à-dire qu'en fait, on va refléter l'inflation passée dans nos triangles en ramenant en fait à un euro constant, en ramenant à un euro d'aujourd'hui, l'ensemble des flux passés. Donc, si j'ai payé 100 euros il y a 10 ans, c'est comme si j'avais payé 120 euros aujourd'hui. Et donc, du coup, je dis que le flux d'il y a 10 ans est repris. Alors, on a une personne qui lève la main. Je ne sais pas. Donc, du coup, on a cette méthode ASIF qui va répondre. Alors, plusieurs personnes ont levé la main. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. OK, bon, je ne sais pas. Pardon, excusez-moi pour cette interlude. Voilà, je préfère que s'il y a des questions, plutôt que les personnes écrivent sur le question-réponse pour qu'on soit plus à l'aise. Donc, cette méthode ASIF, on met tous les euros constants, on ramène le triangle de manière assez simple et ensuite on permet de projeter et ensuite on va intégrer l'inflation qu'on anticipe sur les prochaines années dans le cadre de nos flux futurs. Donc je répète, on ramène à euros constants, on projette et les flux, on va impacter l'inflation. Deuxième méthode, qui est la méthode qu'on préconise puisque c'est une méthode qui nous paraît plus simple. L'idée est de dire qu'aujourd'hui, on est dans un phénomène de surinflation et que cette surinflation, elle doit à prendre en compte dans les futurs. Et en fait, on va essayer d'estimer la surinflation sur les flux futurs, cette surinflation par rapport à l'inflation passée. Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'en fait, ça ne modifie pas votre donnée de base, ça ne modifie pas votre triangle de base. Et dans les modèles qui sont les vôtres, souvent, c'est beaucoup plus simple d'utiliser cette méthode-là, puisque l'on va être uniquement dans l'impact d'inflation sur vos flux futurs et pas sur votre donnée de base. Et modifier les données de base, on le sait, c'est souvent un peu compliqué de rechanger un peu nos triangles, rechanger un peu nos extractions. Donc, aujourd'hui, on va essayer de préconiser cette méthode-là. Alors, comment on fait et comment on met en place cette méthode de surinflation? Donc, la première étape, c'est d'identifier l'indicateur d'inflation pour chaque branche. Alors, l'indicateur d'inflation, ce sont des indicateurs de marché. Alors, on vous en donne quelques-uns. Pour le dommage auto, on parle du SRA. Pour le dommage au bien, on parle de l'indice de prix à la consommation ou l'IPC. On va utiliser l'acronyme IPC par la suite. Et on peut utiliser aussi le FFB, qui est c'est un indicateur qui est lié à la construction dans le bâtiment. Le FFB est plutôt la fédération, mais qui va donner en fait un indicateur sur les coûts de construction. Pour tout ce qui est santé, on va peut-être repartir sur l'Ondam. Alors après, l'inflation dans le cadre de la santé est moins forte, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque l'on est sur une duration qui est très courte, donc mécaniquement, on va avoir moins d'éléments. Alors, une fois qu'on a identifié cet indicateur, eh bien, on va regarder son historique et on va regarder cette projection. Alors, nous, et encore une fois, c'est un postulat, c'est une méthode, il y a plein d'autres indicateurs, plein d'autres scénarios qui sont à faire. Et cette volatilité sur ce scénario central que l'on prend, il n'est pas une vérité absolue. Il y a d'autres scénarios qui peuvent être testés, qui doivent être testés pour anticiper l'inflation, enfin la volatilité liée à l'inflation. Et donc, nous, notre indicateur qu'on préconise, notre scénario central, si je peux dire comme ça, c'est de s'appuyer sur les publications, les communications qu'a fait la BCE. La BCE a expliqué qu'aujourd'hui, on est sur une inflation évidemment forte. Il la matérialise et vous pouvez aller sur le site. Il communique d'ailleurs sur cette inflation forte en disant « il est vrai », mais il reste confiant et il projette une inflation à long terme toujours à 2%. C'est leur objectif.
Et donc, du coup, ils expliquent que cette surinflation, eh bien, en fait, on va avoir un retour à la normale, si je peux m'exprimer ainsi, ou un retour à une inflation qui sera plus standard, ou en tout cas plus proche de leur objectif à long terme, qui sera ces fameux 2%. Et donc, il donne une horizon de projection de l'inflation sur ces plusieurs années. Et donc, on a un scénario de l'inflation future tel que définit la BCE. Alors, on vous a mis l'indice de prix à la consommation, qui est l'indicateur que retient la BCE, mais on vous a mis aussi l'indice de prix à la construction, le FFB, et on voit qu'en fait, il y a une forte corrélation entre les deux. Et donc, on peut imaginer qu'il y a cette même tendance de retour, en fait, à une inflation standard, une inflation long terme d'objectifs de la BCE. Donc, ça, c'est notre postulat de base. Et donc, en fait, on va intégrer dans nos projections cette surinflation, c'est-à-dire l'écart entre l'inflation historique que l'on a dans nos triangles et l'inflation future telle que le projette la BCE. Donc, on va intégrer sur l'année 2023, sur l'année 2024 et sur l'année 2025 une inflation. L'inflation sur 2023, ça va être 4,5%. Sur l'année 2024, on va avoir une année de 4,5 plus une année de 1,6. Et sur l'année de 2025, on va avoir 0,5%. C'est les éléments d'inflation que l'on peut faire et qu'on va intégrer dans nos projections sur ces 3 prochaines années. Alors, 4,5, c'est beaucoup. Il faut avoir en tête que cet effet va être quand même très fortement compensé par la hausse des taux sans risque, qui du coup viendront actualiser tous ces flux futurs derrière. Donc, on n'est pas non plus sur des impacts si forts à la hausse, mais il est indispensable de bien prendre en compte cette surinflation. N'hésitez pas à poser des questions si cette méthode vous paraît adaptée ou s'il y a plusieurs éléments. Alors, une personne qui nous pose la question, comment on a calculé les 4,5%? C'est une bonne question, je voudrais que je sois allé un peu vite. Les 4,5%, l'idée est de dire que la moyenne de l'inflation passée, donc celle qui est intégrée dans le cadre des triangles, est de 1,8%. C'est le postulat qu'on fait, c'est dans les triangles, il y a déjà 1,8% d'inflation. C'est le postulat d'ailleurs qui était le postulat passé, c'est-à-dire qu'en projetant et en ne retraitant pas notre triangle, on va projeter 1,8 d'inflation sur nos flux futurs. Si l'on va maintenant projeter nos flux futurs, eh bien, il faut rajouter une inflation qui va être l'inflation de 2023. Et donc, on regarde l'inflation de 2023 et on fait la différence entre l'inflation proposée par l'IPC, qui est de 6,3 sur 2023, et 1,8, et ça nous donne notre 4,5. Je ne sais pas si je suis clair. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, alors ça, c'était une méthode importante. Voilà, je me permets de finir un peu sur le best estimate et comme ça, je pourrais répondre à vos questions sur cette méthode un petit peu après. Le sujet suivant est l'actualisation. C'est le 3e effet important. Alors, bon, ça, c'est plus mécanique. Hein, on impacte évidemment cette actualisation des flux. L'élément important, c'est que ça va fortement diminuer évidemment vos best estimates. Ça, vous en êtes tous un peu conscient, avec un effet en chaîne, avec un effet sur le SR souscription, sur le SR opérationnel, sur la marge de risque, et un effet plus général sur finalement, on va avoir une différence qui va s'accentuer entre les montants de best estimate et les provisions comptables. Et ça va générer des impôts différés. Et ça va avoir un impact aussi sur votre SR ajustement, donc vos impôts différés passifs. Donc, c'est la deuxième chose sur laquelle on voulait préciser. Alors, l'inflation future de 2023 et 2024 sont déjà disponibles sur les IPC. Ça, c'est la question qui a été faite. Oui, si vous regardez, si vous allez sur le site de la BCE, vous retrouverez la source de nos projections d'inflation future telles qu'il donne. Alors, encore une fois, je le redis et je mets un point d'attention là-dessus. C'est un scénario qui peut être critiquable, il peut y en avoir d'autres.
il peut y avoir de la volatilité par rapport à ce scénario central. En tout cas, il faut la mesurer, cette volatilité, en faisant des scénarios alternatifs. Mais nous, on est parti sur cette projection qui est proposée sur son site et qui est fortement communiquée par la BCE sur son site. Donc, vous pouvez y aller, ça se retrouve assez vite. Alors, j'ai une autre question, pardon, hein, je relis un peu les questions, c'est le moment où vous dites baisse du BE, impact sur les fonds propres aussi, évidemment, ça va avoir un impact sur les fonds propres, on y viendra un tout petit peu après, évidemment, sur les fonds propres. Parce que qui dit hausse des taux dit aussi impact sur sur vos actifs. Et mécaniquement, l'année 2022, vous le savez, a eu des impacts sur vos actifs. Et donc, même si on vient avoir une forte actualisation plus forte de vos best estimates, on a aussi une contrepartie qui est peut-être des moins-values latentes, les moins-values latentes qui sont à intégrer dans vos bilans, évidemment, quand on est en valeur de marché, mais aussi dans vos bilans comptables. Alors là, c'est peut-être un sujet un peu plus lié à vos commissaires aux comptes, mais attention à cette PDD, attention à la prise en compte de cette PDD, qui va avoir aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, un impact sur vos impôts différés passifs et encore une fois sur l'ajustement au niveau de SCR. Là encore, ça peut avoir un impact assez fort de cette notion de PDD. On rappelle dans ce slide-là les éléments qui sont des éléments de calcul de la PDD. Vous pouvez retrouver ces éléments-là dans le code des assurances. Voilà, je ne pense pas que ce soit le sujet le plus important. Et donc, du coup, voilà. Mais on voulait la technique de calcul, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet le plus important. La PDD est importante, mais pas la méthode de calcul. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter ce slide-là. Alors, vous le disiez tout à l'heure, l'impact sur les fonds propres, quel va être? On vient de dire que les passifs risquent légèrement, risquent de baisser lié à cette actualisation, malgré peut-être des choix de QF qui peuvent être plus prudents dû à l'incertitude, malgré la prise en compte de l'inflation. Ce qui est sûr, c'est que ça va dépendre en fait de la duration de votre actif et de votre passif. Si vous avez une duration qui est de l'actif qui est inférieure à la duration du passif, eh bien alors la baisse de l'actif va être inférieure à la baisse de la passif et donc on va avoir un impact positif sur vos fonds propres. À l'inverse, si la duration de votre actif est supérieure à votre passif, on va avoir un impact négatif sur vos fonds propres. Ça, c'était pour répondre à la question. Alors ensuite, il y a un autre effet qui est important. Là, on est plutôt sur le best estimate vie. Et qui est encore une fois une conséquence de cette hausse des taux. C'est ce qu'on appelle le risque de rachat. L'idée générale, c'est de dire que dans cet environnement de hausse des taux, on voit que le livret A passe à 3%. Je vous présenter que les rendements des actifs seront toujours à hauteur de 2% sur 2022. Peut-être qu'il peut y avoir une méfiance, un effet d'opportunité qui va être pris par certains adhérents, certains épargnants en disant « j'ai peut-être intérêt à investir sur le livret A ». Ça va avoir un impact de phénomène de rachat. Et ce phénomène de rachat est évidemment très négatif dans vos best estimates, ça vous le savez, et c'est à prendre en compte. Cette année-là, pour avoir des rendements de 2%, certains acteurs ont publié, ont affiché qu'ils avaient utilisé et qu'ils avaient distribué de la participation aux bénéfices. Donc, utiliser en fait leur provision pour pouvoir distribuer un peu plus que leur rendement de l'année. C'est un phénomène qui va sûrement s'accentuer dans le futur et qui est à prendre en compte dans vos modélisations. En fait, pourquoi ça peut s'accentuer dans le futur? Les assureurs seront toujours avec des rendements d'obligations sur lesquels ont peut-être été investis au moment où les taux étaient bas. Donc, ils sont encore à des rendements qui sont relativement faibles versus un marché qui propose des rendements beaucoup plus forts sur d'autres types d'actifs, dont le livret A. Et pour lequel ça peut avoir des rachats. Et pour éviter ces rachats-là, on va
mettre en place une participation au bénéfice pour pouvoir doper un peu les rendements de vos fonds euros. Évidemment, ce n'est pas quelque chose d'inconnu. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cet environnement-là, il met en exergue ces mouvements-là, il met en exergue ces transferts et il est indispensable de bien vérifier, de bien regarder si vos management d'actions, si vos projections dans vos modèles intègrent bien ces éléments-là et de bien suivre aussi la réalité qui a été, que l'on va observer ces prochains mois ou qui a été observée sur l'année 2022 est conforme à ce qui est projeté dans les modèles. Attention, on attire votre attention là-dessus parce que changer des management d'actions dans les modèles ALM, dans les modèles gestion d'actifs passifs, ce n'est pas quelque chose de simple en termes de comitologie. Il faut faire valider ça évidemment par votre conseil d'administration puisque ce sont des décisions stratégiques, donc ça prend du temps. Donc prenez bien cet élément-là. Alors avant de laisser la main à la suite, je voulais lire la question, mais la question n'est pas une question. La question est plutôt, on vous a mis le lien dans les questions. Alors, je ne sais pas si vous avez accès à ça. Peut-être que le lien peut être mis plutôt dans la conversation pour que tout le monde y ait accès de la BCE qui donne des projections. C'est l'indice de prix à la consommation. Je vous remercie d'avoir vérifié. Voilà. La conversation est désactivée. Alors, je vais le faire. Alors, dans ces cas-là, je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, j'espère que c'était clair sur ces projections. Maintenant, on va essayer de voir l'impact sur les différents SCR. Je vais laisser Chloé présenter. Alors, du coup, dans votre pilier 1, vous avez fait votre partie B, vous avez fait bien attention de choisir vos coefficients, d'appliquer une surinflation, d'appliquer la bonne actualisation. Vous avez fait votre bilan. Maintenant, on va passer à la partie SCR. Et en particulier, le SCR marché. Puisque qui dit hausse des taux, qui dit inflation, qui dit changement dans l'économie, dit impact sur le SCR marché. Donc là, on vous présente un peu les impacts SCR par SCR, sous-module par sous-module, pour que vous puissiez apprécier un peu les changements qui vont être appliqués sur les calculs. Oui, tout à fait. Pardon. Alors, si on commence par le SCR taux, donc évidemment, je ne vous rappelle plus la formule, hein, on fait un impact up et un impact down sur votre courbe des taux sans risque. Donc, comme vous l'avez vu, maintenant, on n'est plus à des courbes qui étaient très basses, on a une courbe qui est plus ou moins stable dans les 3%, et donc on a les IOPA qui nous proposent une courbe up et une courbe down. Lors de la précédente collecte, comme les taux étaient inférieurs à 0, la courbe des taux down se confondait sur les premières années avec la courbe centrale. Lors de cette collecte, les taux étant remontés, on a vraiment 3 courbes bien distinctes. Donc, il faudra appliquer un choc à la hausse, un choc à la baisse. Et si c'est le choc à la baisse qui est retenu, il faudra bien penser à utiliser la bonne matrice de corrélation, puisqu'elle est différente suivant que vous reteniez le up ou que vous reteniez le down. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Sur le SCR action, donc de nouveau, la formule est assez directe et assez facile à lire et on voit tout de suite l'impact, puisque c'est la valeur de marché de vos actions auquel on applique un choc de 39% ou de 49%, suivant que l'action soit cotée ou non cotée. Et suivant que le marché ou que l'économie soit haussière ou baissière, on rajoute un ajustement d'ampleur. Donc, cet effet d'ampleur va changer suivant l'environnement économique. Et l'an dernier, on était à plus 6,9. Cette année, on est à moins 3. Donc, ça va avoir un impact à la baisse sur votre SR action, puisque pour vos actions cotées, au lieu d'appliquer 39 plus presque 7 comme l'an dernier, vous allez appliquer un 39 moins 3, soit 35,98%. Et sur vos actions non cotées, de la même façon, on va appliquer 45,9, soit quand même une baisse de presque 10 points sur votre choc.
Alors, en ce qui concerne l'immobilier, donc là, on est plus sur la partie inflation. On peut voir que l'immobilier est en forte croissance depuis plusieurs années. Euh, on sait que ça a énormément, énormément augmenté. Et ce qu'on peut voir dans les premières tendances, c'est qu'on a, avec le ralentissement des crédits, avec la plus de difficultés à accéder à la propriété, on s'attend à une baisse de la valeur de vos immobiliers. Donc, c'est-à-dire quand vous faites expertiser votre immobilier pour faire votre SR immobilier, les experts peuvent anticiper une baisse future et donc diminuer la valeur de votre immobilier. Et comme le SR immobilier est une formule directe de la valeur de marché de votre immobilier, on multiplie par 25%, on peut voir peut-être une baisse de votre SR immobilier. Après, ça reste de la conjoncture, mais de ce qu'on voit, ça pourrait se perdurer comme ça et continuer comme ça sur ce en ce qui concerne le risque de spread, c'est moins direct, on ne le voit pas encore. Comme vous le savez, ça dépend de la notation, de la dégradation éventuelle de la notation de vos contreparties, donc des banques, des assurances. Pour l'instant, on n'a pas vu de dégradation majeure, mais il va falloir être très attentif quand vous allez faire votre SR de spread à une éventuelle dégradation de vos contreparties. Et enfin, le SR de change. Ce qu'on voit, c'est, si vous regardez la courbe grise graphique, c'est le taux de change entre l'euro et le dollar. Et on voit que le taux de change a baissé de 15 points. Donc, il était à 1,13. Au milieu de l'année, il était à 1, 0,98. Et il est remonté à 1,06. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de volatilité au cours de l'année. Ça n'a pas été stable. Et que cette variation de 15% peut avoir un impact sur le risque de change et votre SR de change si vous avez des actifs dans une autre monnaie. Si on voit sur d'autres SR, donc là on a vu le SR marché, si on regarde votre SR de prime réserve, ce que vous pouvez aussi constater si vous êtes réassuré, c'est qu'il y a eu une très forte hausse à cause des dérives de la sinistralité, à cause du marché plus tendu. Il y a eu une très forte hausse du coût de la réassurance. Ce coût de la réassurance, forcément, aura un impact sur votre SR non-vie, le SRNL qu'on a écrit là, puisque ça va un impact sur vos primes CD, sur les sinistres. Il y a peut-être plus de forte sinistralité, donc plus de cessions. Tout ça va avoir un impact sur votre SR non-vie, mais qui dépend évidemment de votre structure, de votre type de réassurance, si c'est du proportionnel, non proportionnel, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important de bien avoir en tête. On a vu sur le marché, que ce soit en santé, que ce soit en non-vie, une hausse tarifaire qui est due à tous les éléments que je viens de dire. Et cette hausse tarifaire, elle sera une conséquence directe sur le chiffre d'affaires N+1 à prendre en compte dans vos modèles. Donc, mécaniquement, sans rien faire, sans acquisition de nouvelles affaires, eh bien, vous avez une hausse de votre exigence en termes de capital au niveau du SR non-life prime réserve. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions sur les travaux à mener, sur les impacts. Maintenant, j'aimerais prendre un peu de hauteur sur l'année 2023, sur ces changements de réglementation. Alors, la clôture 2022 et du coup, les éléments 2023 seront marqués par un changement dans le calcul du AMCR. Alors, ça ne concerne que ceux qui sont concernés par ce taux, mais on va avoir le niveau du AMCR qui va être revu à la hausse dans le cadre du calcul du MCR. Ça, c'est le cas depuis le T4 2022. Et donc, du coup, c'est à prendre en compte dans la collecte du trimestriel qui est à rendre pour le 4 février, mais aussi dans le cadre de l'annuel qui est à rendre pour le 8 avril. L'année 2023 sera marquée aussi par
eh bien, la clause de revoyure, la modification de la directive solvabilité 2 qui est en cours. Alors, vous avez sûrement déjà dû entendre parler des points qui qui ont été proposés par la IOPA. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur l'article qu'on a rédigé sur notre site internet concernant justement ces différentes évolutions, mais aussi sur les différentes communications de la CPR. Il y en a une il y a quelques jours par la CPR, donc le 19 janvier. Ils sont disponibles sur le site de l'IA. Si vous n'avez pas accès, vous pouvez nous envoyer un mail. Qui explique un peu justement les prochaines évolutions, les impacts d'un point de vue technique. Alors, on les rappelle, ici, on parle de changement méthodologique sur la courbe des taux sans risque. Bon, c'était pour quand les taux étaient négatifs. Bon, c'est un peu dépassé, mais c'est pas grave. C'était bien d'en parler. On parle du principe de proportionnalité, vous savez, le seuil d'application de la directive. On parle de calibration du risque catastrophe naturelle. On parle de la diminution de la marge de risque. Tous ces éléments-là sont assez importants, vont avoir des impacts évidemment sur vos prochains calculs. Alors, où est-ce que l'on en est? Donc, on en est au projet qui a été fait, au projet parlementaire qui est en cours, qui devrait avoir lieu. Et maintenant, il y a toute une phase de discussion, on appelle ça le trilogue, entre la Commission des assurances, le Parlement européen et l'Union européenne. Donc, l'idée, c'est de savoir ces différents échanges. Ça peut prendre un an et en fonction des durées de ces échanges, alors ça, on n'a pas d'infos de savoir combien de temps ça va durer, eh bien, l'entrée en application sera soit en 2025, soit en 2026, qui va et bien donc du coup pas être pour 2023, mais la préparation de cette modification sera sur 2023. Donc on a considéré que c'était un événement de 2023. Alors 2023, ça marque aussi par des communications de la CPR. Et ça, on le sait puisqu'ils ont un peu commencé à en parler. D'ailleurs, dans la dernière conférence, ils sont en train de rédiger des notices sur les attentes du régulateur en matière de solvabilité 2 sur des sujets comme le pilier 1. Ils vont faire des précisions sur l'ORSA, pareil, des précisions, le pilier 3 et la QDD, la qualité de données et le modèle interne. La date de publication, c'est prévu pour l'année prochaine. Alors, on avait entendu parler du premier semestre, donc plutôt juin 2023. La dernière communication, on était plutôt parlé sur fin d'année 2023. En tout cas, ces projets ne sont pas encore officiels, mais si vous voulez en discuter, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter. Je sais que la place est en train justement de faire, puisque la CPR en fait, a demandé l'avis à certains acteurs pour pouvoir répondre en fait, à ces différentes notices. Et qui vont être prochainement publiées, qui seront des mesures de niveau 3, comme l'étaient les mesures de niveau 3 qui sont sorties en 2015 par la CPR. L'année 2023 sera marquée aussi par la mise à jour des politiques écrites. Alors non, pas l'année 2023, mais si quand même un petit peu parce que cette année, on attire votre attention et la CPR le fait aussi. Donc, on est plutôt, on répète un peu ce que dit la CPR, une attention particulière sur la rédaction de certaines politiques écrites, en particulier sur le conflit d'intérêts, sur la gouvernance des produits, sur la sécurisation des systèmes d'information. Et du coup, l'année 2023 sera marquée par une attention particulière sur les politiques écrites pour bien intégrer tous ces éléments-là. On aurait pu rajouter aussi la politique de gestion des risques dans laquelle on doit intégrer les éléments de durabilité. Alors, ça me fait une transition par rapport au sujet suivant. L'année 2023 sera aussi marquée par des critères ESG, par des publications qui sont à faire, qui étaient à faire déjà sur 2022. Donc, mais qui vont s'accentuer, dont les exigences vont être de plus en plus importantes. On est sur des réglementations qui sont en train de se construire. On a eu beaucoup de publications fin 2022 qui viennent préciser en fait les attentes du régulateur sur ces notions de ESG, de durabilité d'article 29. Là encore, c'est un sujet qui
qui est passionnant et je vais même dire qu'il nécessiterait un webinaire à part entière. Et donc, du coup, a priori, on va essayer de vous préparer ce webinaire pour ces prochaines semaines sur ce thème-là. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur la politique écrite, vous pouvez vous retourner vers le webinaire qui a eu lieu, qui a été présenté par Kevin Ma et Franck Bukobza au mois de décembre, il me semble. L'année 2023 sera marquée aussi par, encore une fois, cette année, cette notion de durabilité qui s'est intégrée dans la gestion des risques et donc dans la politique écrite de gestion des risques. C'est pour ça qu'on faisait le lien, c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Ce n'est pas quelque chose de 2023, c'est quelque chose de 2022, mais c'est vrai que tout le monde ne l'avait peut-être pas pris bien en compte. Et donc, du coup, on attire l'attention. L'élément le plus important et qui n'est pas simple à faire, c'est l'intégration dans le besoin global de solvabilité de cette notion de durabilité. Donc, c'est à réfléchir et on essaiera de donner un peu plus de précision lors du prochain webinaire. On arrive au bout de la présentation. Ce que je voulais conclure avec Chloé et déjà vous remercier pour votre attention parce que vous êtes encore très nombreux. Là, vous êtes plus de 170, donc il y en a qui se sont connectés et ceux qui étaient connectés avant sont restés. Donc, je voulais vous remercier. On voulait conclure par vous dire que eh bien, cette année, elle a beaucoup de modifications qui sont à prendre en compte dans les modèles. On a parlé des modèles ALM, on a parlé des modèles liés à l'inflation, on a parlé des impacts sur le SR marché. Eh bien, toutes ces modifications, ils doivent être faites en interaction avec les politiques, avec les fonctions clés, puisque il y a des décisions qui sont importantes et donc intégrer vos fonctions clés, en particulier sur le best estimate, intégrer les fonctions actuarielles dans le cadre de la clôture. Anticiper une réglementation qui sera faite, qui sera bientôt demandée, et je pense que c'est mieux de le faire en amont. Anticiper les audits qui seront réalisés très prochainement et qui seront imposés, déjà imposés dans de nombreux pays, mais qui seront bientôt imposés en France, sur des bilans prudentiels. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Peaufiner la documentation, parce que vous allez faire des modifications, il faut justifier vos choix. La CPR est de plus en plus exigeante et elle a déjà communiqué qu'elle interrogerait fortement les différents acteurs sur la prise en compte de l'inflation dans les différents modèles. Et toutes ces modifications-là, elles sont structurantes, elles sont importantes, et donc elles nécessitent évidemment une adhésion de votre conseil d'administration. Donc, continuez à les former, continuez à les intégrer dans ces choix, dans ces explications et dans ces différents éléments. Voilà, je pense que on est arrivé un peu au bout de notre webinaire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à poser des questions, on va rester connecté encore un peu pour répondre à vos questions. Mais c'était un plaisir de partager avec vous et c'est un plaisir aussi d'échanger par mail, d'échanger par téléphone à la suite de ce webinaire. N'hésitez vraiment pas à nous appeler. Alors, je mets nos téléphones et nos mails. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des questions complémentaires, des interrogations ou sur n'importe quel sujet. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre très importante participation à ce webinaire. Alors, la discussion n'était pas possible. Je sais que j'ai réussi à mettre le lien. Je ne suis pas sûr que vous ayez, vous, accès à la discussion. Donc, vous pouvez poser vos questions plutôt dans l'objet questions et réponses. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Oula. Attends, je vais essayer de représenter le support, le partage. Pardon. Merci encore. Hop là.
si ça marche. Vous voyez Ouais. vous voyez le support, pardon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vois plein de noms qui ont communiqué. J'ai regardé un peu la liste. Il y a plein de personnes que je connaissais. Donc, je ne peux pas tous les saluer, mais je remercie toutes ces personnes-là de leur présence. Ça fait très plaisir d'avoir ces participants. Et pour répondre à la question de la personne en commentaire, oui, évidemment, le replay sera disponible très prochainement. On vous enverra le lien. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos replays sur le site d'Actuelia directement. Donc, comme l'a dit Alain-Sem, sur les politiques écrites, sur peut-être prochainement sur SG, mais en tout cas, tous les webinaires, la politique QDD est disponible sur le site d'Actuelia. Merci beaucoup. Il est 11 h. On arrive, on a tenu les délais. Donc voilà. Merci encore et on va arrêter. Alors, pardon. Il y a une question qui est pertinente. Je te laisse répondre, Chloé. Ça marche. En fait, la corrélation entre le télétravail et l'augmentation de la fréquence des vols, c'est plutôt une corrélation inverse. C'est-à-dire qu'en 2021, il y avait beaucoup de télétravail et du coup, c'est plus compliqué de cambrioler des maisons où des gens travaillent à l'intérieur. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand le télétravail a cessé en 2022, disons qu'on est revenu à un système un peu plus normal, il y a eu un rattrapage. Peut-être que les voleurs étaient un peu frustrés d'avoir rien volé en 2021, mais en tout cas, il y a un rattrapage sur 2022 et on a vu une augmentation. Excusez-moi, là, j'étais vraiment sur la partie MRH. Maintenant, si on prend sur la partie auto, c'était aussi que le marché des pièces détachées automobiles connaît une crise actuellement. Et du coup, certains garagistes peu scrupuleux, en tout cas, peuvent se fournir auprès de réseaux moins directs, on va dire. Et du coup, le prix de toutes ces pièces détachées qui sont volées, donc ces vols partiels, a augmenté. Ce qu'on a vu beaucoup augmenter en 2022, c'est les vols partiels, des pièces détachées, plus que des vols totaux de vos véhicules. Voilà, je ne sais pas si la question portait plus sur MRH, sur auto, si ma réponse convient.